Bonsoir. Bonsoir Sylvain Bourmeau et merci d'avoir accepté de participer à cette série sur l'Europe. Ce soir, autour d'une question particulière, puisqu'il s'agit de s'interroger sur la démocratie en Europe, non pas la démocratie en Amérique, mais est-ce que l'Europe est démocratique? Dans cette question, vous l'entendez, il y a deux questions. Il y a d'une part, est-ce que l'Union européenne, la manière dont cette administration s'est construite, est démocratique dans son fonctionnement? Est-ce que les peuples européens peuvent s'y reconnaître? Et puis d'autre part, est-ce que les nations qui composent l'Europe sont démocratiques? On sait quelle grande diversité l'Europe, quelle grande diversité de peuples et de nations l'Europe réserve. Il y a à la fois des régimes illibéraux à l'Est, on pense à la Hongrie, à la Pologne. Il y a des régimes tentés par des pouvoirs forts, avec une forte extrême droite, comme l'Espagne par exemple, ou l'Italie qui a porté au pouvoir les Cinque Stelle. Il y a des régimes qui sont aux prises à des demandes parfois contradictoires, des peuples qui demandent plus d'autorité et en même temps plus de démocratie directe, et puis des pays où, je le disais à l'instant, où l'extrême droite fait des percées, comme par exemple l'Allemagne il y a maintenant 2 ou 3 ans, et des pays scandinaves, pour ne pas les oublier, qui, semble-t-il, sont à la peine. Alors, comment tout cela peut-il faire démocratie? Et est-ce que le modèle démocratique européen, s'il y en a un, peut résister aujourd'hui à tous ces maux qui le rongent? Alors, merci Thierry Grillet de cette invitation. C'est une vaste question qui mériterait évidemment qu'on se penche sur chacune des réalités nationales qui sont diverses de ces pays qui composent l'Europe. J'ajouterai à votre présentation et à la liste des pays dans lesquels l'extrême droite fait des percées, la France, qui a connu quand même par 2 fois, au second tour de l'élection présidentielle, un candidat du Front National, ce qui n'est pas rien, et qui montre une certaine évolution, une certaine pente dangereuse. Il y a effectivement 2 questions dans votre question, plutôt 2 niveaux. Il y a la question de la démocratie considérée à l'intérieur de chacun des États-nations de cette Europe. Et puis il y a la question du caractère démocratique de cette construction qu'est l'Union européenne, dans laquelle nous nous trouvons depuis maintenant fort longtemps. Avant de peut-être les prendre une par une, j'ai envie de penser la question dans son ensemble, parce qu'au fond, j'ai le sentiment depuis un certain nombre d'années que les évolutions se font peut-être en ciseaux. C'est-à-dire que là où un grand déficit démocratique était observable au sein de l'Union européenne, et je reviendrai sur la manière dont cet ensemble a été conçu et les conséquences que ça emporte pour les lacunes démocratiques. Mais à mesure que le temps a passé, cette Union européenne s'est, me semble-t-il, à certains égards, malgré tout, démocratisée, là où les États-nations ont vu régresser la démocratie. Et arrivera-t-on un jour au point de croisement? Toujours est-il que la tension entre les deux provoque un certain nombre d'événements, et si on commence à regarder la réalité récente d'une décision électorale un peu ancienne, le Brexit, on s'aperçoit que le lien entre les deux est évident. Ce qu'un certain nombre de Français, à mon avis, et peut-être même d'autres, sans doute, d'autres Européens, d'autres pays de l'Europe, c'est-à-dire du continent, comme disent les Britanniques, n'ont pas perçu et n'ont pas compris dans le vote pour le livre, pour le fait de quitter l'Union européenne, c'est à quel point les Britanniques peuvent être attachés à certaines procédures démocratiques qui sont le propre du plus ancien régime parlementaire au monde, qui a ouvert la voie quand même, il ne faut jamais le perdre de vue, à tous les autres, et qui reste à bien des égards
même si les choses ont évolué dans le mauvais sens là aussi, très démocratique en termes de compte à rendre, d'accountability. Et le fait de voir le Parlement, de voir Westminster dépossédé par des prises de décision qui s'opéraient de plus en plus souvent à Bruxelles, je comprends que ça puisse irriter une culture politique britannique, dont il faut quand même rappeler que dans cette culture, rien n'est au-dessus de la loi. Il n'y a même pas de contrôle de constitutionnalité tel que... Il y en a un qui s'exerce par la justice, mais qui n'est pas de même nature qu'aux États-Unis, en Allemagne ou en France. Tout simplement parce que ce que la loi fait un jour, elle peut le défaire le lendemain, et que c'est simplement l'expression de la volonté populaire au sein de cette assemblée. Il y a quelque chose de très noble, de très dangereux, de très risqué dans cette façon d'articuler état de droit et démocratie. Et là encore, c'est quand même le pays qui a inventé l'état de droit, et encore beaucoup plus tôt, bien avant la démocratie. Et donc, voir des restrictions imposées de l'extérieur à des formes démocratiques, je pense que ça a nourri, je ne dis pas que c'est la seule cause et sans doute pas la principale de ce vote, mais ça a nourri une forme de ressentiment britannique qui a rendu possible cette coalition hétéroclite et qui a mené à la décision référendaire qui est d'ailleurs quelque chose d'incompréhensible dans le régime britannique, mais on y reviendra sans doute, d'organiser un référendum, et qui a provoqué ce départ. Alors donc vous parliez de ciseaux en effet entre une construction européenne qui s'est progressivement démocratisée et des nations qui perdaient en quelque sorte en démocratie. Et je voudrais revenir, ou en tout cas rester une seconde sur le cas de l'Angleterre et du Brexit, puisque vous l'avez analysé sous l'angle au fond de la tension entre le Parlement anglais et puis le Parlement européen, en considérant que le Parlement européen sapait la légitimité ou en tout cas l'efficacité du Parlement anglais. Mais est-ce qu'il y a d'autres causes des causes, j'allais dire, qu'on retrouve un peu partout sur le continent, c'est-à-dire ce que Marc Lazare, professeur à Sciences Po, chercheur, a appelé la peuplecratie, c'est-à-dire cette montée des populismes qui justement, au nom de ce que le peuple est le véritable moteur du pouvoir, a pris le pouvoir ou tente de prendre le pouvoir. Je pense qu'effectivement, c'est une manière d'analyser ce vote du Brexit. Et on peut aussi rapprocher ce vote d'autres phénomènes. On peut rapprocher ce vote, et ça a été fait souvent, de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, mais on peut aussi, à mon sens, parfaitement rapprocher ce vote de l'élection d'Emmanuel Macron en France. Toute chose égale par ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que, au fond, si la démocratie s'est trouvée fragilisée à l'intérieur des États-nations traditionnels, c'est du fait d'un certain nombre d'évolutions majeures qu'ont connu et que connaissent tous ces pays. Simplement, ces évolutions majeures sur lesquelles je vais revenir affectent de manière différentielle les pays en fonction à la fois de leur régime institutionnel et aussi de leur culture politique. Ces mutations, elles sont prises plus ou moins violemment, je dirais, par ces pays qui réagissent de manière spécifique. Mais au fond, les effets, ce qui finalement vient transformer en profondeur la politique, est commun. C'est commun tout simplement parce que ça relève non pas des simples règles institutionnelles, ni même d'histoire nationale, mais ça relève par exemple de la mutation informatique, de la mutation numérique que nous connaissons. Et avant ça même, on pourrait parler plus amplement d'une mutation électronique dont peut-être sans doute la télévision a été le premier moment de cette évolution. Donc il y a beaucoup d'évolutions différentes, mais j'insisterai sur deux principales qu'on retrouve par définition dans l'ensemble de ces pays.
avant même, et même si c'est concomitant après, avant même cette mutation électronique au numérique, on a vu se mettre en place, à partir du début du XXe siècle, un processus inexorable et de plus en plus poussé, qui est le résultat de mécanismes qui traversent l'ensemble de nos sociétés et qui ne concernent pas que ce secteur, qui est le résultat de ce que les sciences sociales naissantes dès la fin du XIXe siècle ont appelé la division du travail. On a vu un processus de professionnalisation politique se mettre en place. Et ce processus de professionnalisation politique a conduit peu à peu le monde politique dans chacun de ces pays à se clore, à s'autonomiser, comme d'ailleurs l'ensemble des autres sphères d'activité. Qu'il s'agisse de l'économie, du droit, tous les domaines se sont autonomisés. Alors évidemment, cette professionnalisation, quel que soit le domaine, a toujours du bon. Parfois même, quand il s'agit de l'université, de l'académie, il faut revendiquer cette autonomie très, très forte. Mais pour autant, je pense qu'il faut être capable de maintenir des fonctionnements hétéronomes avec d'autres univers sociaux, et surtout quand il s'agit de la politique, puisque ça concerne tout le monde. Et donc, ces tendances, elles ont été analysées dès le début du XXe siècle par Roberto Michels, par Max Weber, évidemment. Mais en fait, ce qu'on a peut-être mal mesuré, c'est à quel point ce phénomène qui s'origine il y a très longtemps n'a eu de cesse de s'intensifier à un point absolument incroyable et qui explique, je pense, en grande partie, la défiance aujourd'hui qui s'adresse aux responsables politiques, quels que soient les pays qu'on considère. Et là, je pense qu'il faut regarder le temps long. Ça fait bien longtemps que la sociologie politique nous apprend que la participation aux élections n'a de cesse de baisser. On prenait souvent l'exemple des États-Unis pour le moquer, pour dire regardez, un Américain sur 4 seulement élit le président parce qu'il y a des taux d'abstention considérables. En fait, aujourd'hui, les taux d'abstention ont été croissants dans l'ensemble de ce pays. Donc la première mesure de cette crise démocratique, c'est celle-là. Bon. Et puis, il y en a beaucoup d'autres parce que, d'une certaine façon, c'est pas la meilleure façon de mesurer le délitement démocratique que de regarder les élections, dans la mesure où les élections sont devenues peu à peu la seule expression de la démocratie. Alors même que la démocratie, ça ne devrait pas se résumer aux élections. Pierre Rosanvallon n'a eu de cesse d'expliquer à longueur de livre que la démocratie, c'est aussi les pétitions, c'est aussi les manifestations, c'est aussi les grèves, c'est aussi la presse, c'est l'espace public, et que la démocratie est faite de tout ça. Or, on a... Un quotidien. Absolument, c'est un mode de vie et un mode d'organisation de la vie sociale. Et le problème, c'est qu'on a résumé de plus en plus, à mesure qu'elle s'est professionnalisée, la démocratie aux élections. Les partis politiques sont devenus des machines électorales, simplement. On a dramatisé autour de quelques rendez-vous. Voilà. Et alors, c'est là que les deux facteurs rentrent en collusion. Je parlais tout à l'heure du facteur électronique avec la télévision puis l'Internet. Au fond, c'est les médias et la façon dont les médias se sont mis à parler de politique qui a accentué ces phénomènes de professionnalisation. Au fond, je pense qu'il ne faut pas simplement s'interroger sur la professionnalisation politique stricto sensu, c'est-à-dire celle des responsables politiques, mais sur des formes de professionnalisation politique qui ont touché différents métiers qui ont à voir avec la politique. Ça concerne donc autant les journalistes que les syndicalistes, que les responsables d'associations, que les dirigeants politiques, que certains segments de la haute fonction publique. Au fond, tous ces univers, parce que chacun a ses logiques professionnelles, mais ce sont des univers qui sont habitués à se coordonner, à se rencontrer, ils ont peu à peu créé ce qu'on peut appeler, en suivant un terme de Pierre Bourdieu, un champ politique qui s'est cristallisé et s'est progressivement replié sur lui-même, renfermé et est perçu aujourd'hui par les citoyens comme quelque chose d'inaccessible, quelque chose d'incompréhensible, quelque chose qui n'est plus contrôlé par eux. Alors c'est justement c'est ce phénomène peut-être qui est appelé par justement les contestataires de
de cette caste politique, c'est peut-être ce qu'ils appellent les élites et qui nourrit une forme de ressentiment et de haine de la démocratie parce qu'elle semble privatisée par une caste ou par une classe, ou en tout cas par un milieu clos sur lui-même. Et le professeur associé à l'école des hautes études en sciences sociales que vous êtes, comment vous voyez les sciences sociales analyser cette progressive défiance du peuple à l'égard de la démocratie et à l'égard, entre guillemets, défiance qui prend la forme d'une défiance à l'égard des personnes, des élites, mais aussi des structures, des institutions. Comment est-ce que les sciences sociales s'emparent de ce sujet et l'expliquent ? À la fois, il y a un certain nombre de travaux de sociologie, de socio-histoire du politique qui montrent que ces phénomènes s'originent il y a fort longtemps et qui se sont progressivement amplifiés. Et c'est très important souvent de faire ce détour par l'histoire pour comprendre ces mécanismes qui ne tombent pas du ciel. Après, il y a aussi, je pense, la tâche pour les sciences sociales de s'emparer d'événements plus récents. Je pense à la crise récente des Gilets jaunes en France, qui a été une grande interrogation pour beaucoup de gens. Au départ, à quoi avait-on affaire ? Quelle comparaison semblait pouvoir rendre en partie raison de ce type de protestation ? Quelles étaient les caractéristiques sociales des gens impliqués. Donc un certain nombre d'enquêtes ont démarré, sont en cours, on en apprend davantage. Je pense que... Et de ce point de vue-là, pardonnez-moi, mais le quotidien d'idées que vous avez fondé et que vous dirigez aujourd'hui, un quotidien donc, qui est disponible en ligne sous l'intitulé AOC, Analyse, Opinion Critique, a fait un travail remarquable, je dois le dire, durant cette période d'1 an et demi, en demandant aux plus grands sociologues, aux plus grands philosophes, je pense aux articles notamment de Bruno Latour, de s'exprimer et d'essayer d'analyser à chaud ce phénomène qui paraissait inexplicable et qui ménage plusieurs entrées en réalité dans ce phénomène qui est un phénomène de défiance à l'égard du pouvoir et de la politique. Oui, c'est le principe de ce quotidien d'idées que d'essayer de répondre d'une certaine façon à cette crise de la politique professionnelle non pas en remplaçant le journalisme professionnel par du journalisme amateur, mais plutôt en pointant le fait que le journalisme ne peut pas être le monopole de professionnels, de journalistes professionnels. C'est important qu'il y ait des journalistes professionnels, j'en suis un. De la même façon que c'est important qu'il y ait des responsables politiques professionnels, mais je pense que le journalisme est une des dimensions de l'espace public démocratique, et je pense que certains citoyens qui en ont le désir, peut-être les compétences à certains moments, le talent, doivent prendre leur part de journalisme. Et c'est tout le projet éditorial de ce quotidien que d'essayer de lutter contre cette crise de la démocratie en faisant en sorte de convaincre des chercheurs, des écrivains, des intellectuels, de produire des textes qui relèvent du journalisme au sens où ils s'inscrivent dans l'actualité, mais d'un journalisme qui repose sur une connaissance, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit plus de l'ordre esthétique ou intuitive, ou ce que les artistes peuvent apporter, qu'ils soient informés, que cette pratique journalistique soit informée par une expérience antérieure. Et ça nous a conduit à leur proposer de faire ce qu'on a appelé du journalisme d'hypothèse. C'est-à-dire, on a affaire à un événement qui surgit, on n'a pas encore eu le temps de mener des enquêtes, mais ce qu'on peut faire, c'est précisément le travail qu'on fait quand on est un chercheur ou une chercheuse, et qu'avant d'aller sur le terrain, on affûte ces hypothèses. On fait ce qu'on appelle une pré-enquête. On ne part pas sur le terrain naïvement, béatement, les mains dans les poches, dans l'empirie la plus totale, en se disant qu'en ne sachant rien, on verra mieux ce qui se passe. L'épistémologie nous a enseigné qu'il valait mieux partir sur le terrain en ayant un peu réfléchi avant. Et au fond, ces articles qu'on a publiés, ça ressemble à des pré-enquêtes.
même si c'est plus lisible en général qu'une pré-enquête. C'est au fond faire fonctionner des hypothèses. Et ces hypothèses, elles sont forgées comment? Elles sont forgées sur la base des travaux antérieurs. C'est selon la méthode comparative qui est souvent utilisée en sciences sociales, soit en comparant avec ce qui a pu se passer ailleurs dans le monde ou à d'autres moments dans le temps en particulier, qu'on peut forger des hypothèses. Alors, parmi toutes celles qui ont été proposées par tous ces chercheurs qu'on a publiés pour essayer d'expliquer cette crise politique qui était celle des Gilets jaunes, il y en a eu de beaucoup d'ordres, sans doute incompatibles les unes avec les autres. Et c'est ce pluralisme qui fait la richesse aussi des analyses. Et je pense qu'un espace public démocratique se caractérise d'abord et avant tout par ce pluralisme. En tous les cas, je pourrais prendre une hypothèse comme exemple de ce travail. J'ai été frappé par un texte en particulier parce qu'il m'a permis de mieux comprendre la nature profonde de cette crise qui renvoie au fond à une crise de la définition du politique. C'est un travail mené par deux politistes, Michel Offerlé et Julien Frétel, qui ont procédé, en fait, avant la crise des Gilets jaunes, à l'analyse des courriers que reçoit le président de la République à l'Élysée. En l'occurrence, ce président de la République, c'était François Hollande. Ce travail, ils l'ont continué après avec Emmanuel Macron. Mais ils ont eu accès au courrier de la présidence de la République. Il y a un service du courrier, des fonctionnaires qui traitent le courrier. Et au fond, dans cet article, il nous explique que le courrier, précisément, est rangé dans des grandes catégories. Et il est rangé dans trois catégories, en fait. D'abord, il y a une catégorie, on la comprend très vite. Le service du courrier identifie les expéditeurs des lettres, et ce sont des gens identifiés, des personnalités auxquelles il est évident que le président ou ses services doivent répondre nommément. Bon, c'est une toute petite partie du courrier. Et puis, il y a deux autres grandes catégories. Il y a une catégorie qui sont qualifiées de lettres politiques. Et alors, ces lettres politiques, ce sont des lettres de citoyens qui expliquent au président de la République ce qu'il devrait faire, ou qui partagent avec lui ses vues sur la situation. Au fond, ce sont des lettres qui ressemblent terriblement aux éditorialistes, aux éditoriaux des éditorialistes politiques qu'on peut trouver, qu'on peut entendre surtout aujourd'hui sur les chaînes d'information en continu. C'est dans le registre du Café du Commerce, bien souvent. Et ces lettres sont considérées comme politiques. Alors là, le service de la présidence de la République en prend un échantillon chaque mois, représentatif, pour le faire passer au cabinet de façon à humer l'air du temps politique de la nation. C'est ça, la politique, le politique tel qu'il est considéré par la politique professionnelle, ce qu'on va essayer de savoir de ce que pense le pays. Et puis, la dernière catégorie, ce sont des lettres qui sont des lettres souvent poignantes, de témoignages personnels, de gens qui se trouvent dans la difficulté, parfois la très grande difficulté, et qui, en dernier ressort, souvent, s'adressent au président de la République après avoir écrit à leurs députés, à leur maire, à l'administration qui leur pose souci, etc. Ils leur expliquent leurs difficultés qui peuvent être d'ordre professionnel, d'ordre personnel, d'ordre de relation à l'administration, etc. Et ces lettres sont souvent terribles, et elles sont... en fait, elles ne sont pas qualifiées de lettres politiques, elles sont dispatchées aux divers ministères et administrations appropriées, mais elles sont dépolitisées. Alors que, évidemment, que ce sont les lettres les plus politiques de toutes les lettres. Mais il y a là des catégories de l'entendement politique qui ne vont plus et qui sont le signe patent de cette clôture de cet univers, de cette incapacité à reconnaître ce qui est politique. Or, c'est ça qui se donne à entendre sur les ronds-points. C'est ce même type de discours qui se rapporte souvent à des situations personnelles et que les gens cherchent à monter en généralité pour partager leurs problèmes. Et on a un problème depuis longtemps, pour le caricaturer. On peut dire que les partis politiques ou les institutions politiques ont des porte-paroles, mais en fait, depuis bien longtemps, il leur faudrait des porte-oreilles, en fait. Est-ce que justement, c'est un exemple tout à fait frappant, la manière dont le politique s'éclôt sur lui-même. Mais pour reprendre le fil sur la difficulté dans laquelle est la démocratie, et pour reprendre le titre d'un livre d'un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière,
qui a fait paraître en 2005 un livre, un essai sur la haine de la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, donc 15 ans après cette réflexion théorique, est-ce qu'on n'est pas arrivé, à travers la crise des Gilets jaunes, à travers même la crise du Covid, qui, au fond, qui pousse les feux, notamment les feux de l'inégalité, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment pivot où la démocratie doit en quelque sorte se réinventer ou se repenser pour pouvoir imaginer son avenir? Et de ce point de vue-là, ça n'est pas un hasard si, il y a quelques jours, il y a maintenant une dizaine de jours, aux États-Unis, on a vu, entre guillemets, un autre peuple tenter de prendre de force le siège du peuple, le siège de la démocratie en Amérique à travers la prise du Capitole. Est-ce que tout ça ne sont pas des signes très spectaculaires d'ailleurs, hein? On a vu à Paris, je le rapprocherai par exemple de la prise du saccage de l'Arc de Triomphe, par exemple, mais il y a d'autres signes, que c'est le moment, c'est un moment grave, c'est un moment charnière, c'est peut-être même le moment, disons, paroxystique de cette crise qui dure. Je ne vous suivrai pas sur le parallèle entre le Capitole et l'Arc de Triomphe, parce Non, que c'est pas le même symbole, bien sûr. C'est toujours intéressant de comparer, y compris pour se rendre compte que la comparaison est difficile. Je pense qu'elle est difficile parce que, en fait, aux États-Unis, ce à quoi on a assisté est le résultat à certains égards, et contrairement à ce qu'a déclaré, même si on comprend bien pourquoi il l'a déclaré tout de suite, le président Biden, c'est le résultat d'une très longue histoire américaine. C'est aussi les États-Unis, c'est aussi une autre face des États-Unis qu'on a vu se manifester au Capitole. C'est un pays qui reste profondément marqué par l'histoire raciale et qui n'en est pas totalement sorti. Et c'est aussi le résultat d'un travail de mobilisation politique qui a à certains égards démarré dès les années 70. C'est aussi le résultat, comme le remarquait l'historien Romain Huré récemment, des effets à l'intérieur, des engagements sur le théâtre extérieur des troupes américaines. 18 millions d'Américains sont des anciens combattants. Depuis le Vietnam, en fait, les États-Unis ont toujours été en guerre. Ce rapport aux armes, ce rapport aux guerres pèse très lourd dans la crise de confiance à l'endroit des autorités politiques de la part de gens qui sont tentés de faire sécession. Il y a des facteurs, pour le coup, d'histoire politique et culturelle américaine qui sont spécifiques. Alors, en même temps, je vois bien votre question sur ces menaces qui pèsent sur les formes démocratiques et qui s'expriment de façon de plus en plus patente. Moi, je pense que c'est les contre-coups de certaines dérives de la politique, du fait de cette professionnalisation, du fait de cette médiatisation politique qui a profondément transformé les choses. Quand même, pour revenir sur le Brexit, qu'on imagine dans un pays qui est le plus institutionnalisé politiquement qui soit, sans pour autant avoir de constitution écrite, ce qui dit tout en fait, qu'on assiste à une remise en question de ce qui structure, y compris architecturalement, la Chambre, c'est-à-dire une opposition entre deux camps, voire un référendum organisé qui va couper chacun des deux camps. C'est terriblement inquiétant dans la mesure où, alors certains pourront dire toujours que le déficit démocratique de la Grande-Bretagne est précisément ce scrutin uninominal majoritaire à un tour qui a gravé dans le marbre le bipartisme. Moi, j'y vois plutôt un facteur de stabilité et une force d'intégration de la critique à l'intérieur d'un camp à chaque fois, avec quand même une liberté de parole donnée aux parlementaires à l'intérieur même de leur majorité qu'on a du mal à connaître en France. Enfin, rappelez-vous quand même, Margaret Thatcher était Premier ministre depuis
9 ans, 10 ans, quand elle a été mise à la porte par ses propres députés. S'il y a plus démocratique que ça, qu'on me le dise. C'est une mise à l'épreuve de l'accountability. On n'a pas de mot en français, et je crois que ce n'est pas un hasard. Rendre des comptes, mais on ne l'a pas institutionnalisé de la même façon. Quand j'habitais en Grande-Bretagne il y a une trentaine d'années, il y avait encore 2 fois par semaine l'interpellation du Premier ministre par le chef de l'opposition. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une fois par semaine. Mais mine de rien, ça structure le débat. Dans un pays comme la France aujourd'hui, ce paysage politique semble dévasté. Les qui connaissaient l'alternance au pouvoir ont été grandement affaiblis par 3 formes de populisme. L'une à gauche, incarnée par le parti, par Jean-Luc Mélenchon, en fait. Pas le parti, par Jean-Luc Mélenchon. L'autre, à l'extrême droite, incarnée par Marine Le Pen, à la suite de son père. Et puis, celle du centre, incarnée par Emmanuel Macron. Et au-delà des différences considérables qu'il y a entre chacune de ces forces, il y a quand même l'idée d'un court-circuitage des partis politiques, du collectif, du groupe. Et ça, je dirais que c'est la forme que ces évolutions qu'on a observées partout a pris en France du fait de la structure institutionnelle et de cette chose terrible qui est l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Cette réforme de la Constitution en 1962 dont on ne finit pas de payer de manière désastreuse la décision. Ça a fonctionné pendant un certain temps. À quel prix ça a progressivement détruit beaucoup de démocratie dans notre pays en alignant tout, au fond, sur une seule élection. Non seulement la politique est réduite aux élections, mais en plus, elle a tendance à être réduite à une seule élection. Après la réforme du calendrier électoral, l'alignement, tout un tas de choses ont progressivement fait que seul comptait l'élection présidentielle. Alors, on nous dit oui, mais aux États-Unis, c'est un peu pareil. Non, les élections intermédiaires sont très importantes. On l'a encore vu là, les résultats au Sénat, locaux, etc. Et donc, en France, les seules façons finalement d'être un peu optimiste, c'est de considérer qu'aux dernières élections municipales, la participation a été assez élevée, que donc il est possible de reconstruire la politique autrement. D'ailleurs, on observe l'apparition d'un personnel politique nouveau dans les collectivités territoriales qui ne sont plus, du fait de règles pour le coup bonnes sur le cumul des mandats, qui font émerger au fond des responsables politiques locaux qui ne sont plus à la fois députés, ministres, puis ministres et maires ou présidents de conseils régionaux ou départementaux. Et simplement, on a un déficit au plan local qui n'existe pas aux États-Unis de la même manière, c'est qu'on n'a pas d'espace publics locaux. En général, il y a un journal qui a le monopole sur une grande région. On ne peut pas dire que les enjeux politiques locaux soient débattus de la même façon qu'ils le sont au plan national. Et donc là, il y a un problème que d'ailleurs on retrouve de l'autre côté de l'État-nation au plan de l'Union européenne, où le même type de déficit de l'espace public démocratique pèse sur la confiance qu'on peine à accorder du coup aux responsables. Alors je vous suis sur ce diagnostic et sur ce tableau, et en même temps on peut se demander comment réinscrire la démocratie dans la démocratie. Tout à l'heure vous avez parlé en effet de l'apport du numérique. On pensait aux lettres, mais il y a les mails, il y a les sites, il y a les réseaux sociaux qui font aussi monter une parole du peuple, de la nation, et donc exerce au fond cette démocratie quotidienne qui est une correspondance entre le haut et le bas, entre Paris et la province, entre différents acteurs de la politique. Et dans le même temps, on le sait, ces mêmes réseaux sociaux ont pu aussi pervertir la démocratie. Alors comment trouver la bonne distance entre disons, cette politique professionnalisée, moralisée, avec des gens qui savent de quoi ils parlent et comment il faut faire pour défendre
des projets de loi ou défendre des idées. Et puis, disons, cet espace, ce nouvel espace public a bien des écarts cacophoniques et qui est aussi le support et le moteur de beaucoup de populisme. Les réseaux sociaux pourraient être des outils différents, sans doute, peut-être. Je ne sais pas comment on pourrait trouver un moyen de réguler les choses. Je pense qu'il ne suffit pas de regarder les réseaux sociaux pour comprendre comment ils participent d'un affaiblissement de l'espace public démocratique. Je pense que le rouage majeur en la matière, ce sont les médias extraordinairement dépendants de ces mêmes réseaux sociaux pour leur diffusion, pour leur distribution. Et le problème, c'est que, contrairement à beaucoup d'analyses, évidemment, on peut aller chercher la cause de ces dérives des médias dans la structure de leur actionnariat. On peut aller chercher la cause de ces dérives dans dans des agendas politiques extrémistes défendus par certains médias. Fox News aux États-Unis, CNews maintenant en France. Mais je crois que si on en reste à ces deux dimensions, je ne veux pas les écarter complètement, mais elles me semblent moins importantes qu'une troisième dimension qui concerne ce que j'appelle les modèles économiques des médias. Si des médias montent en épingle un certain nombre d'événements, c'est pas par choix idéologique, c'est pas parce que leur actionnaire leur a dit de faire comme ça, c'est parce que c'est congruent avec le modèle économique de leurs médias, c'est-à-dire que ça alimente, c'est l'énergie, le fuel qui va alimenter leur moteur. Je vais prendre un exemple. Et le problème, c'est que ça peut abîmer considérablement la confiance dans le politique, surtout dans un moment où le politique a bien conscience que cette confiance est déjà abîmée. Je vais prendre un exemple récent. Il y a quelques semaines de ça, des enquêtes ont été réalisées. D'ailleurs, y compris les autorités publiques craignaient une défiance à l'égard du vaccin contre le Covid. Ces enquêtes et cette crainte des anti-vaccins a fait l'objet d'un traitement médiatique considérable, au point qu'on arrivait à croire qu'il représentait une part importante de la population française. Et donc, ils ont eu le droit à ce qu'on rejoue sans cesse le match, parce que c'est toujours un match, parce que c'est toujours en faisant du pif-paf dans ces chaînes d'information qu'on est censé, quand on est un journaliste professionnel, produire de l'objectivité, ce qui est un non-sens, parce que mieux vaudrait sans doute se rappeler qu'il y a toujours 50 nuances de vérité, plutôt que du manichéisme binaire. Or, tout est toujours présenté comme deux positions possibles, et un bon journaliste serait celui qui, les mettant à égalité, produirait l'objectivité. Et donc, du coup, ça a donné une tribune formidable à ces anti-vaccins, et ça a produit un artefact que sont ces enquêtes d'opinion. Je ne vais pas refaire ici toutes les analyses. Pierre Bourdieu a été le premier à montrer que l'opinion publique n'existait pas. Ce qu'il voulait dire, c'est ça. Mais elle n'existe pas, mais elle existe. Parce qu'il y a une dimension performative. Elle existe dès lors que ces enquêtes existent, qu'elles sont publiées. Donc elle produit des effets. Donc on pose une question à des gens qui ne se la posent pas. Les vaccins ne sont pas encore disponibles, ils ne sont pas encore là. Et donc le gouvernement, qui a très peur de faire très prudent, va ajuster sa stratégie et sa politique publique sur ce qu'il pense être une réalité, c'est-à-dire le poids considérable dans la population française des anti-vaccins, alors qu'en fait, il a affaire à un artefact produit par ce système politico-médiatique. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, on s'aperçoit qu'en fait, il y a moins d'anti-vaccins que prévu. Phénomène bien connu des gens qui connaissent les sondages. Plus vous approchez de la date de l'élection, plus votre sondage a tendance à être juste, parce que l'élection devient quelque chose de réel. Je veux dire, on pose une question qui a du sens aux gens, alors qu'un an avant, elle n'a aucun sens. Bon. Et donc, au fond,
on se rend compte aujourd'hui que des décisions de politique publique liées à la stratégie de vaccination ont été prises sur la base de fabrication d'un artefact médiatique. Et je trouve que c'est un exemple en fait, de phénomène qu'on retrouve en permanence. Tout le débat public est structuré de cette façon-là, tout le temps. Qui explique le considérable retard à l'allumage pour la vaccination en France. C'est sans doute l'un des facteurs, oui. Sans doute parce qu'ils ont voulu marcher sur les œufs, ne pas braquer les gens. Et voilà, et je pense qu'ils ont accordé, ils ont eu peur de leur ombre, enfin, ils ont accordé beaucoup trop d'attention à des gens qui probablement n'en méritaient pas trop. Et les médias leur ont... ils ont un intérêt économique à le faire. Ils voient tout simplement que les articles qui parlent de ça marchent. Mais s'ils marchent, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'anti-vaccins. C'est comme les films complotistes. Ils ne sont pas regardés que par des complotistes. On ne peut pas tirer comme conclusion. Et donc, je pense que quand on est journaliste, on est investi d'une certaine responsabilité par rapport au fait de décider ou pas, de donner la parole à telle ou telle personne, ou de traiter de tel sujet en priorité ou non. Il y a là je pense, une responsabilité très très grande et qui est d'ordre, qui relève du maintien de l'espace public démocratique. Et je ne suis pas sûr que beaucoup de mes collègues se représentent leur fonction et leur activité de cette manière, en fait. Merci Sylvain Bourmeau. Je rappelle pour nos auditeurs et même nos auditeurs lointains qu'il est possible de vous retrouver toutes les semaines, le samedi, sur la chaîne France Culture, à 12h45. En podcast surtout. En podcast, dans une émission qui s'appelle La Suite dans les idées, et qui est la grande émission sur les sciences sociales en France. Et puis, je renvoie aussi tous nos auditeurs à ce quotidien d'idées en ligne, qui est au fond le premier quotidien d'idées en France. Je crois, il y avait des pages idées dans Le Monde, dans Libération, mais il n'y avait pas, au sens strict du terme, un quotidien d'idées qui produisent chaque jour des articles de fond de la taille de ceux qui sont, par exemple, publiés dans la New York Review of Books, pour prendre un exemple que connaissent bien nos amis américains. Donc, je donne rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés par sur les pages en ligne, et à la prochaine pour la suite de notre série.